Donc, je suis Vincent Péchaud, je suis un des cofondateurs de l'association L'Asmala, qui est située à Saint-Julien-en-Born dans les Landes. L'Asmala, c'est une association d'éducation populaire qui trouve ses fondements dans une association de citoyens qui sont réunis un soir d'hiver en se disant on est fortement impacté par le tourisme parce que Saint-Julien-en-Born, c'est à quelques kilomètres de l'océan, donc il y a beaucoup de touristes qui viennent l'été, il y a très peu de gens l'hiver. Et du coup, l'idée, c'était de faire une association qui soit un peu boîte à outils pour favoriser des actions qui vont dans le sens du lien social, de la préservation de l'environnement, de la création d'actions culturelles, etc. En ce sens, c'est une association qui n'est pas dédiée au numérique, sauf qu'elle a accueilli plusieurs projets. Et puis en 2015, on a monté un projet de tiers-lieu avec effectivement cette consonance assez numérique, puisque les trois cofondateurs de ce projet-là, c'est-à-dire Guillaume Riffaut, Denis Verchoun et moi-même, on vient de milieux plutôt numériques. On avait senti plusieurs domaines dans lesquels on pouvait intervenir, et donc c'était à la fois sur des usages du numérique, mais aussi sur l'éducation aux médias, puisqu'en 2015 c'était vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment parler de tout ce qui était théorie du complot et récits alternatifs sur YouTube suite aux différents attentats de 2015 en France. Donc voilà, donc on a commencé à développer des actions dans ce sens, et en même temps on a développé un projet de création de lieux. Ce projet a abouti en 2017 où on a ouvert un café associatif qui est ouvert, alors là qui est fermé, hein, mais qui est ouvert en général du lundi au dimanche, qui est tenu par des bénévoles. Donc il y a une quarantaine de bénévoles qui se relaient. Dans ce café associatif qui est agréé espace de vie sociale, on a des expositions, on a des concerts, on a du théâtre, on a des ateliers cuisine, des ateliers écriture, lecture, des ateliers jeux de société. Voilà. Et parmi ces ateliers, on a des permanences numériques. Donc c'est un médiateur numérique qui est là, qui est présent le lundi et le vendredi pour accueillir les gens qui ont des soucis avec leur boîte mail, leur téléphone, leur box, enfin, tout ce qu'on peut, tous les problèmes du quotidien, quoi. On a un autre tiers-lieu qui est à quelques kilomètres de ce café, qui est un atelier partagé situé en zone artisanale. Donc c'est à la fois un espace de coworking dans lequel on a nos bureaux, dans lequel il y a une maison de micro-édition. Il y a deux ébénistes, deux shapers qui font des planches de surf. Il y a une créatrice textile. Donc là, c'est un atelier partagé. Voilà, on trouve tout corps de métier. Et on va dire que là, ici, il y a une salle de formation aussi. C'est là qu'on fait nos formations pour les jeunes. Donc là, on va dire qu'on rejoint presque plutôt le développement économique du territoire, si avant on était sur le développement social et culturel. Et ensuite, on a ouvert un troisième lieu en fin d'année dernière, qui est un atelier de fabrication collaboratif. Et cet atelier de fabrication, il est situé dans une recyclerie ou un bric-à-brac qui fait un grand bric-à-brac qui fait 1500 mètres carrés. Et nous, on a 160 mètres carrés. D'ateliers dans lequel on peut trouver des machines à commande numérique, mais des machines aussi traditionnelles, dans le but d'utiliser les rebuts du grenier de Mésos. Et donc là, pareil, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'accueil d'artisans, un lieu d'accueil d'entrepreneurs. On a plusieurs types de publics. On va dire, tout ce qui concerne éducation aux médias, éducation au numérique, ça va concerner la jeunesse, puisque là, on intervient dans des collèges, dans des lycées, dans des médiathèques. Ensuite, on a des publics plus âgés, on va dire des jeunes adultes, là qui sont concernés par les formations qu'on peut mener. Donc en 2018, on avait mené une formation médiateur numérique où on s'adressait à des jeunes décrocheurs. Donc c'était des jeunes qui avaient entre 18 et 30 ans. Là, on a lancé d'autres formations autour de compétences numériques aussi, voilà, qui concernent ces publics-là, 18-30 ans. Et après, on a des publics, on a tout public. Et les publics du café sont plutôt des publics âgés. Donc on va dire que la moyenne d'âge là, ça va être plutôt les permanences numériques, elles vont concerner les plus de 50 ans, quoi, on va dire. Mais ça peut être aussi des gens du territoire qui ont un projet, qui veulent monter un site internet, et du coup, eux, ils vont être peut-être un peu plus jeunes, et on va les accompagner dans ce travail-là aussi. Au départ, on n'avait pas de lieu. On organisait des événements, justement dans le but de fédérer les gens autour des problématiques qu'on voulait aborder sur le territoire. Donc, on a mis 2 ans à créer notre lieu. Pourquoi le lieu ?
Bah, par exemple, si c'est très pragmatique hein, comme décision. Si je prends l'exemple du café associatif, c'est le maire du village qui nous a dit bah, moi, je trouve votre projet de tiers-lieu intéressant. Dans votre tiers-lieu, vous vouliez mettre un café associatif. Aujourd'hui, dans notre village de 1500 habitants, on n'a pas de café ouvert l'année. Ok, les cafés ils sont sur la station balnéaire de Contis, donc à 9 km. Donc il y avait plus de café dans le village. Donc il nous a dit, ben moi ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne comme à mon époque où j'étais enfant, où dans les PMU, il y avait toutes les générations, et puis on se retrouvait le dimanche après la messe et machin. Bon, voilà, ce côté qu'on a de image d'Épinal de village français, que peut-être nous, notre génération, on a aussi un peu connu. Et donc voilà, bon, il se trouve qu'il avait envie de ça. Et donc nous, on a complètement adhérer à cette idée parce que nous le but du lieu c'est qu'il soit fréquenté. Le but du lieu c'est pas d'en faire un lieu d'entre-soi avec des néo-ruraux qui ont des idées et des projets sur la vie et sur le numérique et qui du coup restent un peu en vase clos, même si c'est toujours un risque hein. Et donc ce café il permettait en fait de justement de pas parler de numérique. Il permettait de parler d'abord de convivialité, d'abord d'événements culturels et sociaux. Et ensuite, derrière, de dire, bah voilà, nous, on a une spécialité et on a une proposition à faire à ceux qui ont des besoins autour du numérique. Voilà, donc voilà pourquoi on a créé ce lieu-là. Et ça ne nous a pas empêché de continuer, bien sûr, tous les, toutes les activités à l'extérieur qu'on avait. Sur les autres lieux, bah, ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que le projet d'espace de coworking, d'atelier partagé, c'était aussi à la base de notre projet, donc il a vu le jour à la suite de ça. Parce que là encore, il y a un besoin. Ici, on a de plus en plus de gens qui peuvent travailler à distance, qui viennent de plus en plus longtemps, qui venaient à la base pour quelques mois et puis en fait qui restent à l'année plutôt que de revenir en ville. Donc il y a un besoin d'espace de coworking pour ces gens-là. Et enfin, le troisième lieu, l'atelier de fabrication, c'est parce qu'on avait on avait repéré un besoin déjà, c'est-à-dire une opportunité d'avoir des matières premières qui étaient issues du bric-à-brac, donc des rebuts qui pouvaient être réutilisés, beaucoup de bois notamment. Et ensuite, on avait envie d'expérimenter quoi dans la fabrication. Ici, on a l'atelier de fabrication, il s'est fixé trois axes de fabrication et de développement. Le premier, c'est autour du maraîchage, donc autour de l'alimentation. En gros, comment on peut accompagner les maraîchers qui s'installent sur le territoire et qui ont des petites structures qui ne sont pas forcément adaptées et qui n'ont pas les finances adaptées à avoir du gros du gros outillage. Donc, comment nous, dans la lignée un peu de l'atelier paysan, on peut les accompagner dans cette auto-formation autour des outils et auto-fabrication. Ensuite, il y a un deuxième axe, c'est la mobilité. On a des villages qui sont très espacés les uns des autres. Et si on n'a pas le permis, ben, c'est très difficile. Il n'y a pas de transport en commun, quoi. Donc, du coup, on essaie de réfléchir à comment notre atelier peut être utile là-dedans. Et enfin, le troisième axe, c'est l'habitat. Et donc, là, c'est pareil. On essaie de réfléchir à comment on peut créer des habitats. Est-ce que c'est des habitats légers? Est-ce que c'est des nouvelles formes d'habitat avec des isolations qui sont issues de produits réutilisés? Et cette envie de transmettre mes connaissances autour des médias et du fonctionnement des médias et du décryptage des médias qu'on s'est constitué en association et on s'est dit que de toute façon ces questions-là de décryptage des médias devaient concerner tout le monde, dans le sens où tout le monde était impacté par la multiplication des canaux de l'information, la rapidité de l'information et le nivellement, on va dire, de l'information. Donc c'est en ce sens-là qu'effectivement, petit à petit, on s'est positionné du coup par ce projet dans le champ de l'éducation populaire, au même titre que les Franca ou d'autres, par exemple, qui en 2015 avaient peut-être pas encore fait ce virage-là de l'éducation numérique, mais qui l'ont fait. Hein, mais voilà, on était là-dessus. Voilà, c'est en ce sens qu'on on a été ensuite agréé éducation populaire. Ouais. On n'est pas là pour réinventer la vie locale. On n'a pas envie de dire aux gens comment ils doivent vivre ici. On n'a pas envie de bousculer les habitudes des gens. On a simplement envie de dire,
moi, avant d'être à Paris, j'ai passé 18 ans à la campagne. J'ai vécu dans le Lot-et-Garonne, donc campagne très profonde, racines paysannes, etc. Puis j'ai fait mes études à Bordeaux et ensuite je suis allé à Paris. Et en fait, bon, c'est 7 ans après Paris que j'ai eu envie de faire autre chose. Mais moi, je dirais ma motivation première, c'est en dehors du fait de pas vivre en ville et de pas subir le mode de vie qu'on me propose dans une grande ville. Ma motivation première, en fait, elle était surtout, on va dire, citoyenne, c'est-à-dire que j'ai été profondément heurté par les attentats de Charlie Hebdo. Ensuite, j'ai été profondément touché par les attentats du Bataclan parce que j'ai perdu mon meilleur ami ce 13 novembre. J'aurais pu être avec lui, j'aurais dû être avec lui, pu être avec lui au Bataclan. Donc, et c'est à ce moment-là que, quand j'ai vu émerger tout un tas de contre-discours, ou de contre-discours ou de discours alternatifs, et que ces discours alternatifs pouvaient nourrir une forme de radicalisation, bah, c'est là que moi c'est là qu'a pris la source de mon engagement politique, on va dire qu'il est là. Et ensuite il est aussi dans le fait de l'insatisfaction du paysage médiatique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que 90% des médias tenus par 9 milliardaires, c'est un paysage médiatique qui ne me convient pas. Et donc voilà, politiquement je vais dire que c'est à la fois de la contestation d'un système médiatique et d'une fabrication d'un système médiatique qui ne me va pas, et de l'autre côté une radicalisation des discours ou alors des discours alternatifs qui amènent à une forme de radicalisation ou de polarisation quand c'est pas de la radicalisation. Et donc comment faire quand on travaille dans les médias, quand on a suivi des grandes études pour essayer de faire le lien entre tout ça et d'apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Enfin, sa pierre à l'édifice, c'est un grand mot, mais en tout cas d'essayer de transmettre les connaissances qu'on a là-dessus. Donc moi, c'est l'engagement politique, pour moi, il est là. Donc, en gros, ce pan-là de l'écosystème numérique et médiatique, on peut plus en faire abstraction pour former des citoyens de demain. Enfin, former des citoyens, j'aime pas ce mot, mais en gros, pour moi, c'est obligatoire, quoi. Si on veut comprendre dans le monde dans lequel on évolue, si on veut comprendre les mécaniques de communication et d'information d'aujourd'hui, il faut connaître l'écosystème numérique, il faut connaître le fonctionnement des médias. À Paris, on peut vivre facilement ou à Paris ou dans une grande ville, hein, en général, on peut vivre facilement dans une bulle, c'est-à-dire on peut vivre facilement entre gens qui nous ressemblent. Je veux dire, sans parler de la bulle informationnelle des réseaux sociaux, hein, le fait de travailler dans un certain milieu, ben on va dans certains bars, on fréquente certaines personnes et on rencontre pas finalement l'altérité, quoi. On rencontre pas l'autre, quoi. Et on le rencontre que de manière clivante ou alors enfin un peu clivante, oui, au moment des élections ou au moment d'événements comme les Gilets jaunes, etc. Et c'est comme si l'autre faisait intrusion un peu dans la réalité de chacun. Et en fait, ce qui est intéressant dans se délocaliser, alors peut-être que si tu vis dans un petit village dans le Beaujolais, tu as peut-être la même sensation que moi, mais nous ici, quand je suis arrivé, bah, mes amis, c'était plus des gens qui travaillaient dans les médias, c'était le boucher charcutier du coin, c'était Seb, c'était un maraîcher, c'était un agriculteur, c'était un mec au RSA, c'était voilà, en fait, alors oui, effectivement, après il y a des copains qui viennent et puis qui décident de s'installer et petit à petit, voilà, on arrive à développer un projet mais finalement, en fait, on fait avec les autres, quoi. Et on fait avec nos différences, nos spécialités, etc. Et c'est ça qui me plaît, en fait, dans la vie locale, on va dire, hors ville. C'est cette différence et on doit se frotter à cette différence. La problématique, elle est là parce que quand on voit le désengagement de l'État dans les petits villages, que d'abord on n'a plus de, alors là on a une poste nous et qui fait du coup, elle fait guichet RSA, guichet Pôle Emploi, guichet parce que c'est une MSMP, une maison de service public. Bon, sauf que la personne n'est pas bien formée pour accompagner les gens, donc c'est des bureaux qui restent vides. Mais je veux dire, quand on a de moins en moins de guichets de services publics accessibles, bah forcément on se retrouve un peu esselé. Et quand à l'inverse, on nous propose de plus en plus de guichets dématérialisés, mais qu'on ne sait pas vraiment se servir d'internet, qu'on ne sait pas vraiment se servir d'un ordinateur, eh ben on a le sentiment d'être abandonné. Et si en plus de ça, on rajoute des médias ou des réseaux sociaux qui nous permettent d'exprimer toutes nos opinions, toute notre colère sans filtre, eh ben, je pense que se développe une espèce de discours qui est pas très sain pour le commun.
Mais d'une certaine manière, moi je crois que c'est important aussi de refaire du commun et du lien dans ces zones-là, quoi, parce que on sent des gens de plus en plus en colère, qui ont le sentiment d'être de plus en plus abandonnés. Dans les campagnes, c'est important de faire du lien. Et ce lien-là, il peut prendre toute forme, mais effectivement, le volet numérique, c'est un lien, une branche importante, ne serait-ce que pour pas avoir le sentiment de subir ces outils-là. Aujourd'hui, on a le volet formation qui fonctionne que par des subventions. Donc là, je vais vous donner un chiffre qui correspond à 5 années de travail et de développement, et puis qui sera différent l'année prochaine, puisque, comme je dis, on a de la formation. Mais en gros, jusqu'à présent, on avait à peu près 60% de subventions, 40% de prestations. Donc le modèle économique, c'était on fait des formations à droite à gauche, donc on formait par exemple des éducateurs spécialisés, on fait des interventions dans les médiathèques, les lycées, etc. Euh, on fait de l'accompagnement aussi de personnes qui veulent créer des tiers-lieux. Et on vend de la bière, des cafés et du vin pour consolider le tout. Et ça représentait 40% de notre modèle économique. Nous, on fonctionne par projet. Euh, on ne fonctionne pas vraiment par lieu, on fonctionne vraiment par projet, c'est-à-dire que le café associatif, l'espace de vie sociale, c'est un projet à part entière, et donc dans lequel il y a du numérique, mais il y a plein d'autres choses. Et donc là, on a des subventions comme espace agréé, comme café agréé, espace de vie sociale, je vais y arriver. Et on a les rentrées des soirées qu'on fait, les événements, etc., qui nous permettent de faire rentrer de l'argent et qui nous permettent du coup de payer une personne qui coordonne les bénévoles et qui s'occupe de la programmation culturelle avec les bénévoles. Okay. Sur le côté notre médiateur numérique, il va être son modèle éco, c'est comme je disais 40% de prestations, 60% de subventions. À l'atelier de fabrication, le modèle économique c'est à peu près le même parce qu'on fait des chantiers pour des communautés de communes, des chantiers formation, donc là on est payé par la communauté de communes, mais on va aussi avoir des subventions pour le travail de mise en réseau, d'éducation autour des problématiques environnementales, etc. qu'on va faire. Voilà. Et donc, et moi, on va dire que ma partie insertion formation, pour le coup, c'est plutôt essentiellement de la subvention. Et à chaque fois, ces projets permettent de financer des fonctions de support, donc un directeur administratif et financier, un pôle de direction, une comptable et la communication. J'ai le sentiment que la puissance publique nous aide déjà. En tout cas, je veux dire, au niveau local, on a des interlocuteurs de collectivités avec qui on travaille vraiment bien, euh, qui répondent à nos besoins. Après, je crois que euh, donc économiquement, on se sent pas dans le besoin. Moi, je dirais que c'est plus idéologiquement, ou en tout cas pas idéologiquement, mais dans la pensée, dans le discours que j'aimerais qu'il nous aide, parce qu'à la limite, j'ai l'impression qu'au niveau de l'aide financière, alors bien sûr, il nous manque des choses et bien sûr, on travaille plus que ce qu'on est payé, hein, donc on pourrait toujours demander plus, mais à la limite, on fait le choix d'être entrepreneur dans le sens, même si on est dans une association d'éducation populaire, on fait le choix de s'investir là-dedans individuel. Donc, d'une certaine manière, on va pas reprocher à la puissance publique de pas assez nous donner des subventions pour être mieux payé. Donc, c'est pas ça. Moi, c'est plus dans le disque. Par exemple, quand on va nous donner plein d'argent pour monter des formations, enfin plein d'argent, j'exagère, on roule pas sur l'or, mais on va nous donner de l'argent pour faire de la formation pour des décrocheurs scolaires et les former à l'esprit critique, etc. Je me dis, pourquoi on nous en donne à nous? Pourquoi on n'ouvre pas des classes ou pourquoi on met pas plus de professeurs? Et du coup, plutôt que de réparer des adultes cassés, comme dirait un rappeur, pourquoi on fait pas des enfants forts? Et du coup, voilà. Donc, moi, je trouve que voilà, et l'éducation, enfin, sur la médiation numérique, c'est pareil. Euh,
on dématérialise, on enlève des guichets, on enlève de l'argent aux collectivités. Aujourd'hui, une secrétaire, elle a plus le temps de rien. Une secrétaire de mairie, bon bah à l'époque c'était un guichet, on allait la voir, on pouvait discuter, elle pouvait nous orienter, elle avait le temps de ça. Il y en avait peut-être deux qui faisaient ça, etc. Aujourd'hui, on fait plus ça. Donc du coup, il y a nos lieux qui sont là pour et qui pallient un peu à ça d'une certaine manière, parce que mais ce que je veux dire, on nous donne de l'argent à nous, mais non, donner, donner de l'argent à des services publics qui ont fait leurs preuves. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a toujours des choses à améliorer dans le service public, mais en tout cas, il y avait ce lien-là social qui était assuré par des collectivités, etc. Donc, moi, je me demande toujours des fois à quel point on n'est pas un peu les idiots utiles du système. Où ben, par notre bonne volonté, nos idéaux et tout ça, ben, on va venir développer, mettre en place des choses, mais en fait, c'est des pansements sur un barrage qui est en train de fuiter d'un peu partout, quoi. Donc voilà, moi je suis passionné par ce que je fais et j'ai pas envie de reprocher plein de choses aux collectivités qui font leur possible pour nous débloquer des fonds, pour nous accompagner, etc. Mais je trouve qu'à un niveau national, et du coup c'est en ça que je parlais peut-être de discours ou même d'idéologie, et encore que ce mot c'est compliqué, mais et je ne sais pas quoi proposer à côté, mais on, bah, il pourrait nous aider dans le sens d'être plus cohérent, quoi, d'être plus cohérent dans les choix peut-être qu'ils font, quoi.